Merci beaucoup d'abord d'organiser ce temps d'échange, de réflexion et de partage sur ce sujet de transformation de l'offre. C'est important de réunir l'ensemble des parties prenantes, que ce soit institutions, associations et évidemment les personnes concernées au premier chef qui donc interviendront par le biais de leurs travaux en fin de journée, comme vous l'avez indiqué. Moi, je vais essayer d'introduire des principes un petit peu généraux sur les guides et les principes directeurs un petit peu de la transformation de l'offre en complémentarité avec la directrice générale de la CNSA, Virginie Magnon. On a essayé d'accorder nos violons pour ne pas être redondant. Donc, peut-être, qu'est-ce qu'on entend en introduction par transformation de l'offre? C'est peut-être pas mal de faire ce détour-là pour introduire la journée. Et si l'offre devait être transformée, peut-être, et je vais tirer un petit peu la caricature et grossir le trait pour qu'on se comprenne bien, mais on part du présupposé qu'on aurait peut-être une offre plus tournée vers les caractéristiques des places que des besoins ou des projets de la personne. En tout cas, c'est ce que peuvent nous renvoyer des partenaires étrangers ou internationaux. Et si j'en veux le dernier exemple, le comité des parties de la Convention internationale de l'ONU sur le handicap pouvait à mot couvert nous reprocher un modèle peut-être trop institutionnalisé et basé sur les déficiences ou les manques des personnes, qui sont peut-être le reflet des caractéristiques de nos critères d'admission sur certaines places ou d'orientation, que sur les droits de ces dernières ou leurs projets. Les choses ne sont évidemment pas aussi caricaturales. Et si on parle de transformation de l'offre, et je modère évidemment tout de suite le propos sur l'aspect institutionnel, c'est bien que le pari que l'on fait en France, la voie que l'on emprunte, c'est de s'appuyer sur la richesse de cette offre médico-sociale qui existe et qui est très développée dans notre pays pour réussir le pari de l'inclusion. Et il s'agit bien de faire avec et non pas contre, évidemment. Alors, vous le disiez dans votre propos introductif, Monsieur le directeur général adjoint, la crise sanitaire est passée par là et elle a montré la grande résilience et l'adaptabilité forte de notre écosystème pendant un moment où d'ailleurs une bonne partie des règles du contenu des autorisations et des modèles de financement ont été suspendus sans que le monde s'effondre, ou en tout cas pas à cause de cette suspension des régimes et de notre carcan administratif en vigueur. Donc, si évidemment cette absence de normes et de repères ne peut pas être durable, on voit qu'un autre modèle peut être possible et qu'en tout cas, il nous faut travailler collectivement au cadre de cette transformation de l'offre. J'ajoute pour préciser que, pareil, hein, vous aurez compris, je grossis le trait dans mon propos introductif, que la rigidité qu'on peut voir sur notre système d'offres et d'organisation n'est pas le fait uniquement de nos règles et réglementations nationales. Et un rapport récent, des travaux récents de l'IGAS, menés notamment par Franck Lemorvan et Nicole Boïc, montre à quel point une très grande partie de la rigidité de notre offre est liée finalement aux projets et aux autorisations données sur les territoires qui vont bien au-delà du cadre juridique en spécifiant des âges infra dans le projet d'accueil des services ou des établissements ou des niveaux d'intensité du handicap qui deviennent ensuite autant de frontières, autant de cases dans lesquelles les personnes peuvent être enfermées alors que leur projet sera certainement évolutif, qu'il aille vers une volonté d'inclusion et un accès vers le milieu ordinaire, ou que le handicap évolue lui aussi dans ses caractéristiques, notamment avec
le vieillissement des personnes en situation de handicap. Alors, un cadre a été posé, notamment rappelé en 2017 dans une circulaire qui reste pertinent. On a essayé de traiter les orientations sans solution avec la réponse accompagnée pour tous. On a essayé d'avoir des dispositifs d'orientation permanents, des réponses souples avec des services, un accompagnement de l'institution vers le milieu ordinaire, avec l'emploi accompagné ou le travail en mode dispositif pour les enfants dans les IPEP ou les IME, et tout ça reste pertinent. Et effectivement, les acteurs de terrain que vous êtes s'en sont fortement emparés et l'ont fait vivre avec toute l'innovation que l'on a quand on part du terrain. Alors peut-être du coup, mes propos veilleront à essayer de dresser un petit peu les perspectives après ces 5 années de mise en œuvre, avec 2 points. D'abord, essayer de se rappeler et de réaffirmer les principes directeurs de la transformation de l'offre, qui restent toujours pertinents, et puis essayer de dresser dans un deuxième temps les perspectives que nous avons en termes d'approfondissement des leviers opérationnels de transformation de l'offre qui sont l'objet de pas mal de travaux en cours ou à venir. Donc, les principes directeurs de la transformation, c'est mon premier point. Tout d'abord, qu'entend-on par transformation au-delà des principes un petit peu principiels, en tout cas, je ne sais pas si c'est philosophique, mais de la finalité en termes de vivre ensemble que j'expose en introduction, de manière très, très concrète et peut-être plus opérationnelle. Si l'on doit s'entendre sur une définition socle de la transformation de l'offre, on peut dire qu'elle a pour ambition de répondre tout d'abord aux aspirations et aux besoins de la personne en situation de handicap. Et on entendra par transformation de l'offre toutes les actions visant à rendre l'accompagnement simultanément plus inclusif, plus souple et plus adapté à la prise en compte de ces situations individuelles, parfois complexes, en garantissant toute la qualité attendue par les personnes en référence aux connaissances scientifiques et recommandations de bonnes pratiques. Cette définition est peut-être un petit peu longue, mais c'est important d'avoir ces références en tête. Cette transformation, évidemment, concerne l'ensemble des actions qui visent la mise en accessibilité globale et territorialisée des services, des prestations et des établissements, avec évidemment le principe de participation citoyenne entière des personnes. Ça a été rappelé par les propos de la présidente du conseil départemental, évidemment. Cette transformation doit être exercée de manière en responsabilité partagée. Elle engage les équipes médico-sociales à prendre également toute leur part à l'émancipation sociale des personnes en qualité et avec des accompagnements sécurisés proposés. Et donc, j'en reviens aux personnes. Le principe moteur et directeur, c'est bien le renforcement du pouvoir d'agir des personnes qui doit conduire cette transformation. Donc, on considère la pleine participation et l'autodétermination des personnes comme la clé de voûte de cette transformation de l'offre médico-sociale de droit commun. Et on doit décliner cela dans l'ensemble des champs d'action qui relèvent de compétences propres ou partagées des organismes gestionnaires, des autorités de contrôle et de tarification, avec une autodétermination au sens strict du terme, pouvoir décider de sa propre vie et faire ses propres choix, le contrôle personnel de son environnement, capacité à agir sur son environnement proche, seul ou en invoquant un soutien, l'auto-représentation, notamment via les personnes concernées dans les lieux de gouvernance et de décision collective, et l'intervention de pairs ou le recours à l'expertise d'usage. C'est vraiment important de rappeler ce principe directeur, même si on est un petit peu éloigné du mécano institutionnel, mais c'est vraiment cette participation et le pouvoir d'agir des personnes concernées qui doit être le moteur de notre action. Faire avec, c'est du projet qu'on part et pas de nos volontés ou de nos facilités institutionnelles. Pour rentrer, c'est mon deuxième temps, plus concrètement dans le vif du sujet, je vais citer quelques chantiers opérationnels et leviers de transformation. D'abord, des chantiers transversaux. J'ai cité rapidement en introduction, mais on doit poursuivre la simplification et l'assouplissement du régime d'autorisation. Donc, on a un décret structurant en 2017 qui définissait une nouvelle nomenclature des autorisations dans le champ TH, qui visait notamment à remédier à l'extrême segmentation des autorisations existantes.
Et je l'ai rappelé, on a un récent rapport de l'IGAS qui nous montre que les autorisations, donc partant évidemment du projet des acteurs et des gestionnaires, sont allées bien au-delà dans la précision du type de situation, d'âge, de caractéristiques du handicap accepté que la réglementation, et donc une orientation forte pour essayer d'agir fortement, c'est en elle, donc de manière législative, nous avons une disposition du projet de loi 3DS de décentralisation, dont le texte a été adopté en CMP, qui vise à supprimer de manière nationale l'ensemble des restrictions, notamment liées aux bornes d'âge qui seraient infra à 21 ans ou à la gravité du handicap dans les autorisations actuelles, présentes et existantes. Donc pour dérigidifier de manière assez massive, en tout cas le cadre juridique, ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas progressivement en fonction des accueils et des projets des personnes, mais en tout cas que les barrières à l'adaptation de la prise en charge, ou plutôt de l'accompagnement et du soutien au projet, ne soient pas liées à des rigidités réglementaires ou administratives. Un autre levier opérationnel, c'est évidemment de poursuivre le déploiement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et d'en faire de vrais outils de transformation de l'offre et de renforcement des accompagnements. Donc, l'échéance est prolongée de 3 ans supplémentaires jusqu'en 2025 pour donner aux acteurs le temps d'avoir le dialogue stratégique nécessaire avec une contractualisation qui doit être resserrée sur des objectifs vraiment opérationnels et ciblés et qui fasse le pari de la confiance entre les acteurs pour aboutir à ces objectifs. Autre exemple, et je suis un petit peu long, donc je vais essayer d'accélérer, on est dans la mise en œuvre de la réforme de la tarification Séraphin. On va avoir une phase expérimentatrice de ce nouveau financement des établissements qui doit évidemment être fait de manière consensuelle. C'est des travaux assez lourds pour avoir à terme une nouvelle équation financière, mais l'idée, c'est bien de faciliter la fluidité des parcours en partant des besoins des personnes, avoir des accompagnements donc beaucoup plus personnalisés et des établissements médico-sociaux beaucoup plus ouverts sur le territoire et le Bain-Saint-Denis. Donc, on essaiera évidemment de favoriser et valoriser tout ça à travers ces travaux qui sont pilotés avec la CNSA et l'ensemble des territoires que vous êtes, qui sont partie prenante de cette expérimentation. Et puis évidemment, le levier principal, mais c'est une évidence, c'était l'objet de ma première partie, c'est de renforcer la participation et le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Et peut-être citer un exemple qu'on va essayer de développer, c'est les facilitateurs de choix pour accompagner notamment le mouvement de transformation de l'offre en lien avec les communautés 360. Et donc, on a un appel à projet pour avoir cette offre de postes, de personnes qui soient vraiment en charge de faciliter les parcours des personnes, le bon choix en le prenant en compte avec la création finalement de ce personnel spécifique et indépendant dont ce serait la fonction. Donc, avec un nouveau métier qui s'intègre donc dans une dynamique territoriale de renforcement des environnements capacitants et qui a déjà été expérimenté par des associations dans le champ du handicap. Donc, nous l'appelons facilitateur de choix dans vos organisations. Ça peut s'appeler assistant au projet et parcours de vie, ça peut s'appeler facilitateur de parcours ou bien encore médiateur de parcours inclusif. On vise bien ce même métier qui doit permettre de combler les interstices et de partir du projet des personnes. Autre exemple, au-delà des chantiers, on voit là transversaux sur le financement, sur le cadre d'autorisation, sur l'accompagnement dans les interstices et au parcours. On a aussi des travaux très, très spécifiques. On poursuit notamment les travaux en matière de scolarisation pour essayer d'aller au-delà du travail en mode dispositif, où là, ce sont les professionnels du médico-social, d'un UTEP qui vont accompagner l'enfant en milieu ordinaire. On essaye aussi évidemment d'accompagner, et c'est présent dans les projets de rénovation du ministère de l'Éducation nationale, le virage inclusif au sein de l'école et avec eux, en identifiant mieux et en cartographiant les dispositifs
existants. Souvent, une réponse adaptée aux personnes, ça passe aussi par l'interconnaissance des acteurs. On a beaucoup de travaux en cours pour rapprocher, et vous le faites également entre inspection d'académie et acteurs du champ médico-social, l'interconnaissance des acteurs et des dispositifs existants. Développer plus encore le fonctionnement en dispositif intégré que je distinguais à l'ensemble des établissements médico-sociaux pour enfants de manière assez globale, et accompagner dans le champ du métier, en termes d'expertise, les maisons départementales des personnes handicapées, les CDAPH, pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Voilà. Et pour conclure, je citerai quelques chantiers que nous devons aussi reprendre, qui sont devant nous. On a évidemment la gouvernance de l'offre médico-sociale qui est un petit peu consubstantielle à ces travaux. Madame la Présidente, vous citiez l'intérêt fort de votre département pour les enjeux de santé de proximité. On parle du champ du handicap, mais si je fais un petit pas de côté dans le champ de l'autonomie et du vieillissement des personnes, il est évident que les réponses sont de toute façon imbriquées, que le virage domiciliaire qui rentre dans un champ important de compétences des conseils départementaux nécessite évidemment des soins de ville et des soins adaptés au domicile des personnes pour les accompagner. Et donc, nous avons une gouvernance peut-être à repenser avec, c'est un avis tout personnel, mais vraiment un partage des orientations stratégiques et une contractualisation et peut-être un alignement des périodes de programmation entre les deux grandes autorités qui sont l'ARS et le département plus renforcé, mais peut-être une simplification des tutelles et des autorisations pour les acteurs quand ça peut être le cas. Ça, c'est le premier levier, moi, que j'identifie. C'est des pistes, on est dans une journée de travail, ce n'est pas des annonces, évidemment, j'en ai pas l'autorité, loin de là. Et l'autre levier, c'est qu'effectivement, on a un champ qui est vraiment celui de la compensation de l'offre médico-sociale, et donc les acteurs sont ceux présents, les personnes concernées, les organismes gestionnaires, les départements et l'État. Et puis, on a un deuxième champ qui est vraiment plus sociétal et citoyen, et on doit réussir à intéresser évidemment dans un cercle un peu plus large l'ensemble des acteurs, puisque les enjeux d'accessibilité concernent, si on ne cite que les collectivités territoriales, évidemment les communes, les intercommunautés, les régions et l'ensemble des acteurs de l'État aussi. Donc, on doit réussir à travailler sur ces deux tableaux. Et enfin, l'autre chantier, mais qui va de pair, c'est que si on fait ce pari du dialogue et de l'intelligence locale, il faut aussi qu'on donne beaucoup plus de marge d'action et de souplesse aux acteurs de territoire que vous êtes, avec des travaux en cours et peut-être plus du côté du SGMA sur la dispense d'appel à projet en fonction des projets des organismes gestionnaires, les possibilités de dépassement de seuil sur les extensions moins importantes, ou encore les autorisations peut-être conjointes entre plusieurs organismes gestionnaires. Voilà, c'est un champ où on doit encore progresser aussi pour vous donner toutes les marges de manœuvre pour piloter cette transformation. J'ai été un petit peu long, je m'en excuse, et je passe la parole.